Jacques Aristide à Washington, très content de vous retrouver dans ce Washington Forum du 29 novembre 2012. Goma qui tombe et la crise congolaise qui s'envenime. Nouveau chapitre dans l'interminable guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, la capitale de la riche province minière du Nord Kivu, prise par les rebelles du M23 le 20 novembre. Balais diplomatiques et négociations s'en sont suivis sur fond de catastrophes humanitaires. Mais à quand la lumière au bout du tunnel? Le point dans ce Washington Forum. La guerre qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo a donc pris une nouvelle tournure le 20 novembre, date qui a vu le mouvement du M23 prendre d'assaut Goma dans le Nord Kivu, une prise hautement symbolique des rebelles soutenus, selon l'ONU, par le Rwanda et l'Ouganda. Néanmoins, ces deux pays et d'autres de la région des Grands Lacs, y compris la RDC évidemment, ont exigé du M23 son retrait de Goma. Les insurgés se sont pliés à la requête tout en réclamant des négociations directes avec l'homme fort de Kinshasa, Joseph Kabila. Pendant ce temps, le sort des populations est on ne peut plus préoccupant. Mais tout cela, c'est du déjà vu, comme nous le rappelle Nicolas Pinault. De la peine et des larmes, l'Est de la RDC en a connu depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, on estime à plus d'1 200 000 le nombre de déplacés dans les deux Kivu. À Goma, la situation inquiète, mais c'est bien le territoire de Masisi qui préoccupe les humanitaires. Dans le sud Kivu, les attaques des FDLR ont aussi provoqué des déplacements ces derniers mois, sans parler des Maïmaï qui prolifèrent dans l'Est. La dernière offensive du M23 a jeté sur les routes des populations déjà fragilisées. Les choses sont dures ici. Nous ne sommes certains de rien. Nous avons décidé de partir parce que nous pensons que nos vies sont en danger. L'instabilité chronique dans la région débute avec le génocide rwandais de 1994 et ces millions de réfugiés qui arrivent sur le sol congolais. S'ensuivent plusieurs guerres au Congo, pour ne citer que celle de l'AFDL de Laurent Désiré Kabila, celle du MLC de Jean-Pierre Bemba et les massacres à répétition en Ituri. La dernière rébellion du CNDP de Laurent Nkunda déposera les armes officiellement en mars 2009 après la signature d'accords avec Kinshasa. Ces accords qui prévoyaient entre autres l'intégration dans l'armée congolaise ont été mal appliqués, dénoncent aujourd'hui les rebelles du M23. Moi, je pense que le militaire peut servir le drapeau sur toute l'étendue de la République, mais il faut éviter qu'il y ait la discrimination au sein de l'armée, il faut éviter qu'il y ait l'exclusion au sein de l'armée si nous voulons bâtir un état de droit. Les rébellions dans l'est de la RDC profitent de la faiblesse de l'armée congolaise, dans laquelle figurent notamment d'anciens rebelles. Cette armée est aussi sous-équipée et mal organisée. Autre facteur de déstabilisation, les minerais. Le sous-sol congolais est un trésor qui suscite beaucoup de convoitises étrangères. Plusieurs rapports onusiens ont cité le Rwanda et l'Ouganda. Il y a notamment du coltan, du cobalt, du cuivre, mais aussi de l'or. Autre défi, celui de la légitimité politique. Les élections contestées de novembre 2011 ont vu la réélection de Joseph Kabila. Ce dernier peine à asseoir son autorité sur l'immense territoire congolais. Plus de 2000 km séparent en effet Goma de Kinshasa. Les rebelles du M23 semblent avoir provisoirement renoncé à leur conquête territoriale, mais jusqu'à quand? Nicolas Pinault, Washington, La Voix de l'Amérique. Merci Nicolas pour ce survol de la situation. Entrons dans le vif du sujet avec nos invités. Sur le plateau, Serge Chamala, conseiller à l'ambassade de la RDC à Washington. Merci d'être avec nous. Merci. À Ottawa, Jeannot Rouzima, le représentant du M23 au Canada. Merci d'être avec nous. Merci. À New York, Louis Bélanger de l'organisation humanitaire Oxfam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et mon collègue Nicolas Pinault qui m'a rejoint également sur ce plateau. Bonsoir Jacques.
Jeannot Rouzima, le M23 donc a commencé mercredi à se retirer de Goma. Avant d'être avec nous à l'antenne, vous étiez en contact avec les responsables de votre mouvement à Goma. Pouvez-vous donc confirmer que le M23 va effectivement totalement se retirer de Goma, du Massissi et de Saké d'ici ce vendredi? Oui, comme la déclaration de Kampala nous avait demandé de quitter Goma, effectivement, je peux confirmer que, peut-être je peux aussi clarifier qu'à Goma, nous n'avons pas de troupes. Les troupes sont au sud, à 80 km de Goma, dans le Massissi, à Saké. Donc, ces troupes-là ont déjà commencé leur mouvement vers le nord. Et au moment où je vous parle, ces troupes sont en train de se rassembler à Saké. Donc, il y aura deux processus de 2 étapes. La première étape, ça sera justement ces troupes qui étaient déployées très loin dans le Massissi, qui ont commencé leur mouvement vers le nord, vers le Saké. Et puis, à partir de demain, vendredi, ces troupes-là vont commencer à se retirer vers le nord, notamment à Kibumba, à 20 km de Goma. D'accord, plutôt rassurant, mais voilà, si vous me permettez, en fait, il y a eu cette déclaration de Manoj Munabai, porte-parole de la mission de l'ONU dans le pays, la MONUSCO. Alors, il a déclaré mercredi, on a vu des mouvements du M23 dans les 2 sens. Des véhicules sont partis vers le nord, en direction de Kibumba, avec 124 personnes, mais on a vu également des véhicules arriver à Goma avec 129 personnes, et de se demander, est-ce qu'il s'agit de regroupement avant de ressortir? Il ne sait pas. Serge Chamala, faut-il ici faire comme Saint Thomas, c'est-à-dire il faut voir pour croire? Mais bien sûr, on doit d'abord savoir si le M23 va continuer à respecter l'engagement qu'on a eu avec eux à Kampala. Alors, comme on dit toujours, l'œuvre vient de l'artisan, donc c'est leur opportunité de nous montrer qu'ils sont sincères pour le dialogue. Et c'est là où on va commencer à parler de la réconciliation nationale. D'accord. Oui, si le M23 donc a annoncé son retrait de Goma, la situation humanitaire, elle, n'en demeure pas moins grave. Selon le dernier rapport du Bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, 12 camps accueillant 140 000 évacués sont présents à Goma et dans ses alentours, tandis que les rumeurs de pillage, de viols et de disparition de civils restaient difficiles toutefois à prouver, faute de témoins. Louis Bélanger, quelle est votre évaluation de la situation humanitaire là-bas? Bon, nous, on se concentre plus spécifiquement, comme vous l'avez dit, autour de Goma. Donc, c'est clair que la situation est extrêmement difficile. À Oxfam, on vient en aide à plus de 80 000 personnes, donc dans plus ou moins entre 6 et 8 camps. Donc, on travaille d'arrache-pied depuis plusieurs jours à approvisionner les gens en eau, à construire des latrines et vraiment à aider les populations qui, je dois le dire, ont été déplacées dans plusieurs cas pour la 2e ou même la 3e fois. Donc, c'est vraiment une situation qui est très difficile, comme votre correspondant l'a dit au début du programme. Et nous, écoutez, en tant qu'humanitaire, on appelle tous les partis à cesser le feu, à arrêter les violences pour qu'on puisse faire notre travail, pour vraiment venir en aide à ces populations qui souffrent en ce moment, ça c'est clair. Oui, une population qui souffre. Et d'ailleurs, ce retrait du M23, Nicolas, est le préalable posé par Kinshasa avant toute négociation de paix. Alors, vous avez suivi la situation. On a vu, vous avez parlé de cela tout à l'heure. Cette guerre ravage le Nord Kivu. En fait, ça date d'une 20aine d'années. Et puis, le 21 novembre, cette photo surprise à Kampala, le président ougandais, Yoweri Museveni, entouré de ses homologues congolais et rwandais, Joseph Kabila et Paul Kagame. Le Rwanda et l'Ouganda accusés de soutenir le M23. En fait, nous avons vu le rapport de l'ONU, ces experts de l'ONU. Alors, quand on parle de pourparlers de paix, faut-il être sceptique ? Non, il faut savoir qu'il y a quand même un rôle très important joué par le Rwanda et l'Ouganda. Et quand ces 2 pays tapent vraiment du poing sur la table, les choses peuvent s'améliorer dans la région. On se souvient notamment de l'arrestation de Laurent Nkunda, l'ancien leader du CNDP. Quand le Rwanda et quand Kigali, qui est quand même un des maîtres de cette région, l'Est et celle de la région de l'Afrique centrale,
quand le Rwanda participe aux négociations, il peut y avoir des avancées. Après, vous l'avez dit, il y a toujours de la méfiance de la part de Kinshasa. Actuellement, les mots sont un peu plus gentils de la part de Kinshasa à l'encontre de Kigali, mais pour le moment, les deux parties s'observent toujours et Kinshasa a toujours des griefs contre Kigali qui, vous l'avez dit tout à l'heure, est accusé de soutenir le M23. D'accord. Justement, vous me tendez la perche pour poser cette question à Jeannot Ruzima. Ce groupe d'experts de l'ONU donc qui accuse le Rwanda et l'Ouganda de soutenir votre mouvement. Le M23 a-t-il, oui ou non, bénéficié d'une quelconque aide de ces deux pays? Je dois vous dire, je dois confirmer que nous, on ne reçoit pas de l'aide du Rwanda. Je pense que les gens qui continuent à tenir ces thèses, ils les font exprès parce que l'aide que nous avons... Mais Jeannot, est-ce que vous voulez dire que ces experts de l'ONU, pardonnez-moi de vous interrompre, est-ce que vous voulez dire que ces experts de l'ONU sont des menteurs? Nous voyons le rapport, c'est clair comme l'eau de roche. Le gouvernement rwandais continue de violer l'embargo sur les armes. Il fournit directement une aide militaire aux rebelles du M23. Et on parle notamment de ce général mutin, Bosco Ntaganda, également derrière. Donc, est-ce que ce sont des menteurs? Oui, on a vu des rapports qui ont été sortis par les experts de l'ONU. Deux rapports. Tout ce qui est dans ces deux rapports, oui, mais les allégations qui ont été, qui sont dans ces rapports, il n'y a pas de preuves pour prouver ces genres d'allégations. Donc, l'aide qui est mentionnée, ou bien les soutiens militaires en troupes aussi du Rwanda, ce sont des mensonges. Nous, les armes, l'armement, les munitions, nous les trouvons sur le terrain. Chaque fois que nous... Je dois aussi vous rappeler que quand nos troupes sont sorties des FARDC, des Forces armées de la République du Congo, nous sommes partis avec nos armes. Nos militaires sont partis avec les armes. Et puis, à chaque fois qu'on se bat sur le terrain, nos forces... ils prennent les armes. Vous savez que les FARDC, voilà. Sur le champ de combat, ils fuient, ils laissent les armes là-bas. Jeannot, on a compris donc le M23 dément. On a compris, Jeannot, le M23 dément. Réaction rapide de Kinshasa, Serge? Oui, ils peuvent nier comme ils veulent, mais les preuves sont là. On a vu les uniformes rwandais, on connaît les armes que l'armée rwandaise utilise et ce sont les mêmes armes qu'ils sont en train d'utiliser dans notre territoire. Donc les preuves sont là, ils peuvent nier comme ils veulent, mais les preuves sont là. Voilà, mettons le cap sur Goma justement, en ligne, un des fidèles de Washington Forum. Nous l'écoutons. Moi, c'est depuis ce modèle, depuis la ville de Goma, arrêtée en République du Congo, précisément à quartier de gauche, en face de l'université de Goma. Le gouvernement a accusé le Rwanda d'agresser en République du Congo. Nous, on a trouvé que la situation des enfants de la ville de Goma et des femmes est précaire. Nous voulons juste demander à l'Occident, mais aussi à notre gouvernement de s'impliquer sur le plan politique que militaire pour que nous puissions avoir la paix définitive dans la ville de Goma, mais aussi que le gouvernement Kabila puisse avoir aussi des mesures favorables pour la population du Nord et du Sud. Mais aussi par rapport à la politique des États-Unis, parce que nous avons trouvé que le Rwanda est appuyé par les Occidents, notamment les États-Unis d'Amérique. Quelle est la politique des États-Unis face à la crise qui se passe dans le Nord Kivu actuellement à Goma pour le moment? Voilà la politique américaine face à la situation au Nord Kivu. Nicolas? Il y a une attitude de Washington de plus en plus ferme, en tout cas, et on se souvient encore hier la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton qui a demandé vraiment que cessent les opérations du M23 dans l'est de la RDC et que cesse, et l'a rappelé aussi le Conseil de sécurité de l'ONU, tout soutien des pays étrangers envers le M23. Voilà, messieurs, vous restez avec nous. Washington Forum sur la Voix de l'Amérique. Le débat continue après cette pause. Jacques Aristide à Washington, la crise congolaise qui s'envenime. Nos invités, Serge Chamala de l'ambassade de la RDC à Washington, Jeannot Ruzima, le représentant du M23 au Canada, Louis Bélanger de l'ONG Oxfam et mon collègue Nicolas
Pinault. Avant de reprendre la discussion, un commentaire sur la page Facebook de Washington Forum. Il y a eu tellement de commentaires, évidemment. Vous pouvez visiter cette page pour lire les commentaires là-bas. Alors, le commentaire de Louis Moutanga de Kolwezi en RDC, évidemment. L'ONU a le mandat de sécuriser la population civile, promouvoir la culture de la paix et appuyer le gouvernement de la RDC dans ses efforts de démocratiser le pays. Toutefois, notre gouvernement, par ses faiblesses, cherche à voir les contingents de l'ONU devenir l'armée de la RDC. Voilà ce qui est à la base de la désertion des FRDC. De plus, la situation de la région des Grands Lacs est complexe en raison des réfugiés rwandais entrés au Congo depuis 1994, après le génocide rwandais. Cette situation a favorisé l'émergence de plusieurs groupes rebelles. Voilà, le Rwanda et l'Ouganda sont obligés de coopérer avec la RDC pour la réussite de la pacification de la région. En fait, il y a eu beaucoup de critiques contre la MONUSCO. C'est pourquoi lui, Moutanga, il voulait faire part d'un autre commentaire. Et parce que pour eux, pour beaucoup de Congolais, la MONUSCO a échoué dans sa mission. Serge? Non, je ne pense pas. Si vous regardez bien, dans l'ensemble du territoire, il y a la stabilité. Il n'y a qu'au Nord Kivu qu'on voit un peu... Bon, il y a des petits problèmes, mais... Si on regarde bien, ils ont fait leur travail. Ils n'ont pas quitté Goma. Quand les rebelles sont rentrés, les troupes de Nations Unies étaient toujours présents. Donc c'est une situation très complexe. Donc il ne faut pas être trop dur avec eux aussi. Absolument. Ouais. Très complexe, tellement complexe qu'on n'a pas beaucoup de temps pour tout expliquer. Alors, il y a eu également beaucoup de commentaires sur les revendications réelles du M23. Jeannot Rouzima, dites-nous très brièvement, que veut le M23 en fait? Comme vous le savez, en 2009, le 23 mars, on a signé un accord avec le gouvernement de Kinshasa. Cet accord prévoyait l'intégration de nos forces, des forces de CNDP à l'époque. Et ça prévoyait aussi les retours des réfugiés. Vous savez que il y a presque plus de 15 ans que nos familles croupissent dans des camps de réfugiés dans des pays limitrophes, notamment au Rwanda, et au Burundi, en Tanzanie et aussi en Ouganda. Donc le gouvernement n'a rien fait pour le retour de ces réfugiés. Il y a aussi, cet accord prévoyait aussi l'éradication des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, ces forces-là dont la majorité avait commis le génocide au Rwanda et qui s'étaient déplacés dans l'est du Congo, qui a provoqué la fuite de nos familles de leur maison, de leur village. Donc il y a aussi, dans cet accord, ça prévoyait aussi la bonne gouvernance. Donc on voit aujourd'hui que rien n'a été fait, ou très peu. Alors nous, ce qu'on demande, c'est justement l'application et le respect de cet accord. Jusqu'à présent, je pense que tout le monde est d'accord, cet accord n'a jamais été respecté. Oui. Mais en même temps, Jeannot, mon collègue Nicolas a parlé à beaucoup de vos collègues là-bas du M23. Ils sont venus avec de nouvelles revendications, de nouvelles demandes. Alors il y a eu cette conférence de presse notamment du leader politique Jean-Marie Runiga qui demandait également évidemment la libération d'Etienne Tshisekedi, qui est l'opposant historique, le leader de l'UDPS qui est actuellement en résidence surveillée à Kinshasa. Il demandait également l'arrestation de John Numbi qui a été accusé dans l'affaire Floribert Chebeya. Il y avait d'autres revendications plus politiques, moins militaires qui sont venues agrémenter et qui montrent bien peut-être une différence de point de vue qui s'opère entre la branche militaire du M23 et la branche politique. Et pour vous, Serge, il n'y a pas, si je dois intervenir, je pense qu'il n'y a pas de nouvelles conditions, de nouvelles revendications. Tous les points, toutes les questions que le président du M23 a évoquées, ça relève, toutes ces questions, ça relève de la mauvaise gouvernance. Et la bonne gouvernance est un point essentiel dans les accords de 2009. Donc, à notre avis, il n'y a pas de nouvelles revendications. D'accord, on écoute ce qu'en pense Kinshasa, Serge. Non, c'est du
du non-sens parce que, regardez, dernièrement, pendant la réunion de la francophonie, M. Tshisekedi a eu un entretien avec le président français. Donc il est libre de circuler. Tout ça, ce sont des prétextes. Et si vous regardez l'histoire de la RDC, ça a pris 40 ans de dictature, plus de guerres pour détruire l'économie et la société congolaise. Ça ne va pas prendre 10-12 ans pour rebâtir le Congo. Il faut un peu de patience. D'accord. Et Nicolas a parlé des richesses minières tout à l'heure. Je voudrais en fait revenir sur cette question et poser la question à Louis Bélanger. Immenses ressources minières qui aiguisent donc les appétits dans la région. Cobalt, or, diamant, coltan. Il y a même eu des ONG en fait qui ont qualifié, par exemple le coltan, elles ont qualifié de minerai de sang du Congo. Louis Bélanger, cela veut-il dire que tous ces réseaux présents dans l'Est de la RDC ont plus à gagner de la guerre que de la paix en raison de ces richesses minières? Bon, je pense que vous posez la question à une ONG qui travaille sur le terrain depuis des années. C'est clair que la situation au Congo est très complexe. Pour nous, on essaie de se tenir très loin de ça. Je crois que les populations... Je dois revenir sur le commentaire que d'un de vos auditeurs a posé sur Facebook. Je crois que si vous lisez les commentaires de vos auditeurs et qu'on demande aux populations en général au Congo qu'est-ce qu'ils veulent, je crois qu'à 90%, ils vont vous dire la paix. Et c'est ce que nous, on demande cesser le feu, on demande l'arrêt des hostilités pour vraiment qu'on puisse venir en aide aux populations. On a vraiment beaucoup de difficultés à travailler au nord de Goma et voilà où les populations sont vraiment dans le besoin. Ils veulent la paix. Et voilà, je dois le rappeler oui. que c'est ce que les populations veulent. Absolument. Alors, que pense la diaspora congolaise de la situation à Goma? Roger Muntu, que j'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau, a rencontré des Congolais dans le Maryland. Roger? Bonsoir Jacques, bonsoir à tous nos amis de RM Show. Salut Jacques. Alors comme je disais, plus d'1 million de Congolais vivent dans le pays développé et ils constituent non seulement une force politique mais également une force économique car l'argent qu'ils transfèrent au Congo s'élève à des millions de dollars par mois. Ils exigent d'avoir une voix dans la marche de leur pays. La situation actuelle de la RDC a soulevé des manifestations à Paris, à Bruxelles, Londres, bien sûr ici à Washington. Pour en savoir un peu plus, nous nous sommes rendus dans un lieu de rencontre des Congolais de Washington. Jimbo Car Repère est situé à Beltsville, dans le Maryland. Les Congolais de la communauté de Washington s'y rendent soit pour réparer leur voiture, soit pour tout simplement discuter de tout et de rien. Nous y avons rencontré Georges Wemby, un étudiant congolais, qui nous donne son point de vue de la situation dans son pays. Et actuellement, je vais dire que les problèmes qu'on a au pays, ça nous fait très très mal, ça nous va droit au cœur. Et je ne sais pas quoi dire à propos de ça, mais bon, il y a la guerre, les gens souffrent énormément et je ne sais pas quoi faire pour l'instant. Jimbo est le propriétaire, il vit aux États-Unis depuis plus de 30 ans. Il nous dit que la situation en RDC s'est rapidement détériorée. Depuis que j'ai quitté la RDC, la situation de notre armée s'est complètement dégradée. Même après 3 présidents, la situation n'a toujours pas changé. Pour M. Jimbo Kalao, la paix n'est pas la seule chose que veulent les Congolais. Nous voulons la paix d'abord, puis un vrai leader et finalement du travail. Georges nous dit qu'il a un message pour la communauté internationale. Concernant les Occidentaux, je crois qu'ils doivent... parce que le problème qu'on est en train de traverser, en réalité, nous voyons que ça vient que d'eux, tu vois. Et j'espère qu'ils doivent quand même essayer un peu de laisser ce pays-là tranquille et de façon que les Congolais même puissent se prendre en charge. Donc, je crois que c'est ce qu'ils doivent faire. Voilà Jacques, c'est tout ce que j'avais pour nos amis ce soir et je ne peux pas finir sans te souhaiter Happy Birthday. Merci bien Roger, merci. Quelques secondes avant de terminer, une dernière question, la même pour tous les invités, avant de clore cette émission. Est-il donc temps d'arrêter de pointer du doigt de prétendus coupables et d'ignorer les causes profondes du conflit en RDC afin d'aider ce pays à rétablir la paix et la sécurité pour ses citoyens? Serge? Oui, il est grand temps qu'on se focalise sur le développement de la région.
C'est une question qu'on doit vraiment poser à nos voisins rwandais, si réellement ils veulent la paix ou bien si ce sont des facteurs déstabilisatoires de la région. D'accord. Jeanneux, très rapidement. Oui, je pense qu'il y a une mauvaise définition du problème congolais. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'abord, pour nous les Congolais, de s'approprier, de nous approprier le problème congolais et de trouver des solutions. Parce que chaque fois, on va, au lieu de nous regarder, de regarder nos problèmes, d'examiner nos problèmes, on a toujours cette tendance, cette culture d'envoyer ces problèmes ailleurs, d'accuser les voisins, d'accuser d'autres personnes, d'autres Louis Bélanger, 5 secondes. Désolé, Jeanneux. Louis Bélanger. Ben, tout à fait, il faut regarder dans le long terme et voir les perspectives de paix. Et dans l'immédiat, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut regarder ces perspectives de paix dans l'immédiat. Merci bien, Louis Bélanger. Merci bien. Voilà, Washington Forum prend fin ici. Merci encore à tous nos invités. Merci à vous, chers amis de la Voix de l'Amérique. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.